dans les plaines brûlantes de l'Afrique australe, un nom résonne encore comme un tonnerre, Shaka Zulu, un chef dont la légende fascine autant qu'elle effraie. Ce récit, long et immersif, vous invite à voyager dans le temps, à explorer la grandeur et les drames d'un conquérant hors du commun. Installez-vous confortablement. Vous écoutez Histoires au crépuscule. Chapitre 1. L'enfant du destin. Partie 1. Origines et enfance de Shaka, rejeté mais marqué par la force du destin. Au cœur des vastes plaines de l'Afrique australe, balayées par les vents et baignées de soleil, naquit un enfant dont le destin allait bouleverser l'histoire. Cet enfant, que l'on nomma Shaka, vint au monde vers la fin du XVIIIe siècle, dans un contexte où les clans zoulous n'étaient encore que de petites communautés dispersées, tiraillées entre rivalités locales et alliances fragiles. Dès sa naissance, il porta le poids de circonstances exceptionnelles, car son histoire commença par le rejet et l'humiliation. Shaka était le fils illégitime de Senzangakona, un chef zoulou, et de Nandi, une femme d'un clan voisin, les Langeni. Leur union n'avait pas été légitimée par les coutumes, et lorsque Nandi tomba enceinte, elle subit le mépris et la honte de son peuple. Les traditions étaient impitoyables pour une femme qui concevait hors mariage. On la considérait comme une paria et l'enfant à naître comme un signe de disgrâce. Ainsi, avant même de voir le jour, Shaka portait déjà les stigmates du rejet. Lorsqu'il naquit, Nandi dut affronter l'hostilité non seulement de son propre clan, mais aussi de celui de Senzangakona. L'enfant fut surnommé avec ironie Shaka, un mot associé à une maladie infantile, comme pour marquer qu'il n'aurait jamais de valeur. Pourtant, malgré ce mépris, Nandi refusa de céder au destin qu'on voulait lui imposer. Elle éleva son fils avec une détermination farouche, nourrissant en lui l'idée qu'il n'était pas voué à l'obscurité, mais à un avenir plus grand que tout ce que ses ennemis pouvaient imaginer. L'enfance de Shaka fut rude. Moqué par les autres enfants, rejeté par les adultes, il dut apprendre très tôt à survivre dans un monde où personne ne semblait vouloir de lui. Sa mère, protectrice, mais impuissante face aux humiliations quotidiennes, lui inculqua la force de caractère qui allait devenir sa marque. Elle lui répétait que les ancêtres avaient un plan pour lui, que son rejet n'était pas une malédiction, mais une épreuve destinée à le forger. Ces paroles, entendues encore et encore dans les nuits froides des Kraals, restèrent gravées dans son esprit. Isolé des autres, Shaka développa une grande capacité d'observation. Tandis que les enfants jouaient, il scrutait leurs gestes, mémorisait leurs rires cruels et serrait les poings dans le silence. Lorsqu'il les rejoignait, les jeux se transformaient en affrontements. Chaque moquerie le poussait à riposter avec une violence qui surprenait ses camarades. Bien qu'il fût frêle au départ, sa détermination compensait sa faiblesse. Peu à peu, il apprit à se défendre, non pas par instinct de survie seulement, mais par une rage intérieure née du rejet. Les paysages de son enfance étaient en fait d'herbes hautes ondulantes au vent, de collines rocailleuses, de points d'eau où se rassemblaient les troupeaux. La vie pastorale, centrée sur le bétail, constituait la richesse et la fierté des clans. Mais Shaka, souvent privé de ce qui faisait la dignité des autres enfants, grandissait dans le manque. Les privations, les humiliations, la pauvreté renforçaient en lui une volonté de revanche.
Il observait les jeunes guerriers plus âgés qui s'entraînaient, et déjà, dans son esprit d'enfant, il rêvait d'un avenir où il commanderait à son tour. Nandi, consciente que son fils devait dépasser son statut de paria, l'éleva avec des principes stricts. Elle lui apprit la fierté malgré les humiliations, la patience malgré la douleur. Dans ses yeux, elle voyait plus qu'un enfant rejeté. Elle voyait une force en devenir. Elle lui répétait que chaque larme versée devait devenir une arme, que chaque blessure devait nourrir sa détermination. Sous son influence, Shaka grandit, avec l'idée que sa destinée ne pouvait être limitée par la honte de sa naissance. Les épreuves ne manquaient pas. Les autres enfants lui volèrent parfois sa nourriture, le forçant à subir leurs moqueries. Mais Shaka ne se contentait pas de souffrir en silence. Il rendait coup pour coup, et même lorsqu'il était battu, il se relevait, les yeux emplis d'une rage farouche. Cette attitude, d'abord moquée, finit par impressionner certains. On commençait à dire que cet enfant possédait une force intérieure hors du commun, qu'il refusait de se soumettre, même face à l'adversité. Au fil des années, son corps se transforma. De l'enfant frêle naquit un adolescent solide, agile et endurant. Il courait de longues distances, chassait avec adresse et passait des heures à s'entraîner seul avec des bâtons, simulant des combats imaginaires. Sa solitude, loin de l'affaiblir, fit de lui un jeune homme concentré, obsédé par l'idée de devenir plus fort que ceux qui l'avaient humilié. Chaque moquerie passée se transformait en motivation. Dans son regard brillait une intensité particulière. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il possédait une flamme que rien ne pouvait éteindre. Cette flamme, née de la douleur et de la honte, allait bientôt s'embraser en une ambition dévorante. Car Shaka, malgré les obstacles, croyait fermement aux paroles de sa mère. Il n'était pas maudit, mais destiné à accomplir de grandes choses. À mesure qu'il approchait de l'âge adulte, sa réputation se transformait. On ne parlait plus seulement du bâtard rejeté, mais aussi du jeune homme qui n'abandonnait jamais, qui frappait avec une détermination effrayante, qui semblait animé par une force invisible. Les anciens eux-mêmes, en l'observant, commencèrent à murmurer que peut-être cet enfant que l'on avait méprisé était marqué par le destin. Ainsi s'achevèrent les premières années de Shaka, une enfance rude, faite de rejet et de douleur, mais aussi de résilience et de rage. Ces épreuves, loin de le briser, forgèrent en lui le caractère d'un futur conquérant. L'enfant humilié, qui n'avait trouvé refuge que dans les bras de sa mère, portait déjà en lui la graine d'un roi. Dans les plaines africaines, sous le ciel immense et les vents porteurs de récits anciens, se préparait silencieusement la naissance d'une légende. Partie 2. Exil et formation militaire auprès des Méthétois. L'adolescence de Shaka fut marquée par un basculement brutal, une rupture qui allait déterminer le cours de sa vie. Le rejet dont il avait été victime depuis l'enfance ne s'atténua pas avec l'âge. Au contraire, plus il grandissait, plus la méfiance et le mépris des autres s'accentuaient. Le fils illégitime de Nandi et de Senzangachona n'avait pas sa place au sein de son clan. Les tensions atteignirent un point de non-retour et l'exil devint inévitable. Pour Shaka, ce départ ne fut pas une libération, mais une blessure supplémentaire. Contraint d'abandonner sa terre natale, il partit aux côtés de sa mère, en quête d'un lieu où il pourrait survivre. L'exil les mena vers les Mtétois, un puissant clan voisin,
dirigée par un chef charismatique nommé Dingiswayo. Cet homme, réputé pour son intelligence et sa vision stratégique, accueillit l'adolescent en son sein, sans se soucier des humiliations qu'il avait subies ailleurs. Pour Shaka, ce fut une révélation. Pour la première fois, quelqu'un voyait en lui non pas un paria, mais un potentiel. Dingiswayo avait entrepris de réformer la manière dont ses guerriers combattèrent. Contrairement aux coutumes traditionnelles, il cherchait à introduire une organisation plus structurée, à discipliner ses hommes pour qu'ils agissent de concert, plutôt que dans le désordre des combats individuels. Dans ce contexte, Shaka trouva un terrain propice à l'épanouissement de ses talents. Doué d'une observation aiguisée et d'un esprit inventif, il s'imprégna des enseignements de ce chef visionnaire, tout en développant ses propres idées. L'entraînement auprès des Methetois fut pour lui une école de la guerre. Chaque jour, il parcourait de longues distances, pieds nus, pour endurcir son corps et tester sa résistance. Les exercices de lancer de saguet, les combats simulés au corps à corps, les danses guerrières répétées jusqu'à l'épuisement forgeaient des soldats implacables. Shaka, animé d'une soif de prouver sa valeur, se surpassait à chaque épreuve. Son endurance étonnait ses compagnons. Sa discipline inspirait le respect, et peu à peu, son nom commença à circuler parmi les jeunes recrues. Au sein des régiments Methetois, Shaka découvrit aussi l'importance de la fraternité. Loin de l'isolement qui avait marqué son enfance, il se lia à d'autres jeunes guerriers qui partageaient ses épreuves, les chants collectifs, les repas pris en commun, les veillées autour du feu, tissaient des liens indestructibles. Dans cette communauté, il apprit à canaliser sa rage non plus contre des moqueries d'enfants, mais au service d'un idéal collectif. Ce fut une métamorphose. Le paria devenait un soldat, un frère d'armes, un homme reconnu pour sa valeur. Les campagnes menées par Dingiswayo offrirent à Shaka ses premiers véritables baptêmes du feu. Dans les affrontements contre des clans rivaux, il se distingua par son courage et sa férocité, alors que beaucoup hésitaient encore à affronter l'ennemi de près. Préférant lancer leurs saguets à distance, Shaka n'hésitait pas à s'élancer au cœur du combat, frappant avec une détermination qui glaçait ses adversaires. Son instinct naturel pour la guerre, affûté par des années d'humiliation transformées en colère, fit de lui un guerrier redoutable. Mais au-delà de sa bravoure, ce fut son esprit qui attira l'attention de Dingiswayo. Shaka observait les batailles avec un œil critique, notant les faiblesses des formations, réfléchissant à des améliorations possibles. Il imaginait déjà des armes et des stratégies différentes, des méthodes plus efficaces pour anéantir l'ennemi. Ses idées, encore embryonnaires, trouvaient un écho dans les réformes que Dingiswayo lui-même cherchait à instaurer. Ainsi, une complicité naquit entre le chef Mthetois et le jeune exilé. Shaka voyait en Dingiswayo non seulement un protecteur, mais aussi un modèle. Cet homme, qui avait su imposer son autorité par l'intelligence autant que par la force, lui montrait qu'un chef n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un stratège et un guide. Dans son esprit, une ambition nouvelle se formait. Il ne voulait pas seulement survivre ou se venger de ceux qu'il avait rejetés. Il voulait régner, bâtir un empire, transformer la guerre elle-même en un instrument de domination totale. Les années passées parmi les Mthetois consolidèrent cette ambition. Chaque victoire remportée par son régiment renforçait sa confiance. Chaque regard admiratif d'un camarade
ou d'un supérieur effaçait un peu des humiliations de son enfance. Pourtant, au fond de lui, la blessure de ses origines restait vive. L'enfant rejeté n'était pas mort. Il vivait encore dans le cœur du jeune guerrier, alimentant son désir de grandeur. Cette douleur, transmutée en énergie, allait devenir le moteur de ses futures conquêtes. Nandi, toujours à ses côtés, observait la transformation de son fils. Elle voyait l'adolescent timide et humilié se muer en un homme sûr de lui, reconnu et respecté. Mais elle savait aussi que cette soif de puissance pouvait le conduire à des excès. Elle l'encourageait, tout en lui rappelant sans cesse la nécessité de rester fidèle à ses ancêtres et à ses racines. Car si Shaka grandissait dans la guerre, il grandissait aussi dans une culture où les esprits et les traditions régnaient en maîtres invisibles. Lorsque vint le temps de s'affirmer, Shaka n'était plus l'enfant fragile qu'on avait méprisé, mais un guerrier accompli, redouté et admiré. Son passage chez les Metetwa lui avait donné les armes, physiques et mentales, pour prétendre à un destin hors du commun. Et déjà, dans les plaines d'Afrique australe, les murmures commençaient. Ce jeune homme n'était pas comme les autres. Il était différent, marqué par une force intérieure que nul ne pouvait expliquer. Ainsi s'acheva l'exil de Shaka parmi les Metetwa, une période de douleur transformée en apprentissage, d'humiliation métamorphosée en ambition. Dans le regard du jeune homme brillait désormais la certitude qu'il était destiné à autre chose qu'à la survie. Son destin, il le pressentait, serait celui d'un chef, d'un conquérant, d'un roi. Partie 3. Premiers éclats de bravoure et reconnaissance de Dingiswayo. Le temps passé parmi les Metetwa transforma Shaka en un guerrier accompli. Mais c'est au cours des premières de campagne qu'il révéla véritablement l'ampleur de son talent. Les affrontements entre clans n'étaient pas rares dans l'Afrique australe de cette époque. Disputes pour le bétail, querelles de territoire ou simples rivalités ancestrales. Chaque conflit pouvait dégénérer en bataille ouverte. Dans ce contexte, Shaka trouva l'occasion de démontrer ce qu'il valait, non seulement comme combattant, mais aussi comme meneur d'hommes. Lors d'un premier combat d'importance, les Metetwa affrontèrent un clan voisin dont les guerriers étaient réputés pour leur férocité. Les deux armées se firent face dans la poussière des plaines, boucliers levés et sagaie prêtes. La coutume voulait que les guerriers lancent leurs armes de loin, engageant une sorte de duel à distance où la bravoure consistait à s'exposer sans fléchir. Mais Shaka, impatiente et animée d'un feu intérieur, rompit cette tradition. Il se jeta en avant, esquivant les sagaits ennemis et engagea un combat rapproché d'une brutalité inouïe. Ses coups étaient précis, rapides, portés avec une rage contenue depuis des années. Son adversaire, surpris par cette approche directe, tomba rapidement. Puis, un autre. Shaka frappait sans hésiter, avançant toujours. Et ses camarades, galvanisés par son audace, le suivirent. Ce jour-là, les Metetwa ne se contentèrent pas de remporter une victoire. Ils écrasèrent leur ennemi avec une efficacité qui marqua tous les témoins. Le nom de Shaka commença à circuler, non plus seulement comme celui d'un jeune guerrier prometteur, mais comme celui d'un homme capable de bouleverser les règles de la guerre. Dingiswayo, qui observait ses troupes avec attention, remarqua aussitôt la singularité de ce jeune combattant. Il vit en lui une énergie rare,
une combinaison de courage, d'intelligence et de soif de victoire. Après la bataille, il fit appeler Shaka. Le jeune homme, encore couvert de poussière et de sueur, s'agenouilla devant son chef. Mais au lieu de réprimander son indiscipline, Dingiswayo lui adressa des paroles de reconnaissance. Il comprit que ce guerrier portait en lui une vision nouvelle de la guerre, une vision qu'il fallait cultiver plutôt que brider. À partir de ce jour, Shaka fut souvent placé à des postes plus visibles. Il menait des groupes de guerriers lors des escarmouches, organisait des embuscades, testait de nouvelles approches. Il n'hésitait pas à critiquer les méthodes traditionnelles, convaincu qu'il fallait transformer la guerre en un instrument plus tranchant, plus rapide. Ces initiatives, bien que parfois risquées, portaient leurs fruits. Les victoires s'accumulaient, et avec elles, la réputation de Shaka grandissait. Un autre épisode marqua profondément son ascension. Lors d'une campagne contre un clan retranché dans une vallée, les Metetua se retrouvèrent face à un ennemi qui refusait de sortir de ses défenses. La bataille semblait vouée à l'impasse. Shaka proposa alors une manœuvre audacieuse, diviser les forces en deux groupes, l'un engageant l'ennemi de front pour le fixer, l'autre contournant discrètement la vallée pour l'attaquer par l'arrière. L'idée, simple mais efficace, fut acceptée par Dingiswayo. Le plan réussit au-delà des espérances. Pris en tenaille, le clan ennemi fut anéanti. Ce succès renforça encore la confiance de Dingiswayo envers son protégé. La reconnaissance officielle vint peu après. Devant ses troupes rassemblées, Dingiswayo fit l'éloge de Shaka. Il le présenta non seulement comme un guerrier valeureux, mais comme un esprit novateur dont les idées pouvaient servir l'avenir des Metetua. Pour le jeune homme, ce fut une consécration. L'enfant rejeté, méprisé dans son clan natal, devenait un héros reconnu, admiré par ses camarades et soutenu par un chef puissant. Cette reconnaissance fut pour lui une source d'énergie nouvelle. Elle confirma ce qu'il avait toujours cru. Il était destiné à quelque chose de plus grand. Mais cette ascension n'éteignit pas la rage qui brûlait en lui. Au contraire, elle l'attisait. Shaka se souvenait de chaque humiliation subie dans son enfance, de chaque rire cruel, de chaque regard de mépris. Désormais, il avait la preuve qu'il pouvait renverser son destin. Il n'était plus seulement un soldat, il devenait un meneur, un futur chef. Son ambition, nourrie par la douleur du passé, se transforma en une volonté inébranlable de bâtir un empire où plus jamais il ne connaîtrait l'humiliation. Dans les campagnes suivantes, Shaka continua de s'illustrer. Il forgeait des liens solides avec ses hommes, partageant leurs souffrances et leurs victoires. Mais il savait aussi se montrer impitoyable face à la faiblesse. Pour lui, un guerrier devait être sans faille, car la survie de tout le groupe dépendait de chacun. Cette exigence, encore modérée à l'époque, annonçait déjà la discipline de fer qu'il imposerait plus tard en tant que roi. Auprès de Dingiswayo, il apprit également l'art de gouverner. Le chef Metetua n'était pas seulement un stratège militaire. Il savait négocier, tisser des alliances, rallier des clans par la diplomatie autant que par la force. Shaka observait, écoutait, apprenait. Chaque conseil, chaque geste devenait pour lui une leçon. Peu à peu, il se construisait une vision du pouvoir où la guerre n'était qu'un outil parmi d'autres pour unifier et dominer. La reconnaissance de Dingiswayo scella le passage de Shaka de l'ombre à la lumière. Ce jeune homme
autrefois méprisé, avait trouvé un maître qui croyait en lui, un cadre où il pouvait exprimer son génie, un champ de bataille où il pouvait prouver sa valeur. Sa vie venait de prendre un tournant irréversible, car bientôt, les circonstances allaient le rappeler à son clan natal, et il devrait affronter les luttes de succession qui décideraient de son avenir. Mais déjà, dans les plaines d'Afrique australe, son nom était prononcé avec respect et parfois avec crainte. Shaka, l'enfant du destin, s'annonçait comme un conquérant en devenir. Chapitre 2. L'ascension du chef Zoulou. Partie 1. Retour au clan et lutte de succession. Les années passées auprès des Metetua avaient forgé Shaka en un guerrier et en un stratège respecté. Mais le destin, qui l'avait mené loin de son clan natal, l'y ramena brusquement par le biais des luttes intestines. La mort de son père, Senzangakona, ouvrit une période de troubles et de rivalité au sein du peuple zoulou. Comme souvent dans les sociétés claniques, l'autorité du chef disparu laissait derrière elle un vide que plusieurs prétendants se disputaient avec acharnement. Shaka, bien que fils illégitime, voyait dans cette situation une opportunité unique. Son enfance de rejet et d'humiliation avait laissé en lui une blessure que rien n'avait encore refermée. Désormais, il pouvait revenir parmi les siens, non pas comme un paria, mais comme un homme aguerri, reconnu par Dingiswayo lui-même. Pourtant, il savait que rien ne serait simple. Ses rivaux ne l'accueilleraient pas à bras ouverts. Ils l'attendaient de pied ferme, prêts à l'écarter, peut-être définitivement. Son retour au kraal de son père fut empreint de tension. Les anciens, les chefs de famille et les guerriers se rassemblèrent pour jauger cet homme dont on avait tant parlé. Ils voyaient revenir non plus l'enfant rejeté, mais un guerrier au port altier, au regard brûlant, à la stature impressionnante. L'ombre de Dingiswayo planait sur lui, car chacun savait qu'il avait gagné la reconnaissance de ce grand chef. Cette légitimité nouvelle le protégeait en partie, mais elle attisait aussi les jalousies. Parmi les prétendants au pouvoir, plusieurs cousins et demi-frères de Shaka voulaient s'imposer. Chacun se réclamait d'un droit plus solide que celui de l'enfant illégitime. Les alliances se tissaient et se défaisaient. Les rumeurs circulaient et les tensions menaçaient d'éclater en affrontements sanglants. Dans ce climat instable, Shaka comprit qu'il devait jouer ses cartes avec intelligence. La force seule ne suffirait pas. Il fallait aussi la stratégie et la ruse. Il commença par rallier à lui les jeunes guerriers impressionnés par sa réputation. Il leur parlait avec l'autorité d'un homme qui avait vu plus de batailles que beaucoup d'entre eux. Il partageait ses expériences auprès des Metetua, décrivant les réformes de Dingiswayo, les tactiques nouvelles, la discipline de fer. Ces récits fascinaient, car ils ouvraient une perspective différente de la guerre traditionnelle. Peu à peu, des dizaines de jeunes hommes se rapprochèrent de lui, séduits par l'idée de participer à une révolution militaire. Mais Shaka ne se limitait pas aux guerriers. Il savait que les anciens, garants des traditions, jouaient un rôle crucial. Il se montra respectueux, invoqua les ancêtres et rappela que, malgré son illégitimité, il était bien le fils de Senzangakona. Cette habileté à combiner respect des coutumes et visions novatrices lui permit de se faire une place dans un monde où, normalement, il aurait été écarté. Les luttes de succession prirent la forme de rivalités ouvertes. Des affrontements éclatèrent entre factions. Shaka,
soutenu discrètement par Dingiswayo, qui voyait en lui un allié utile, participa activement à ces combats. Ces régiments improvisés, bien qu'encore peu nombreux, se distinguaient par leur discipline et leur efficacité. Là où d'autres se lançaient dans des charges désordonnées, ces hommes avançaient, en formation, frappant d'une seule voix, d'un seul geste. Ces premières victoires locales firent basculer l'équilibre des forces en sa faveur. L'un de ses demi-frères, qui se voyait déjà chef, tenta de l'écarter par la ruse. Mais Shaka, prévenu à temps, retourna l'embuscade contre lui. L'échec de ce complot renforça encore son prestige. Peu à peu, l'idée que Shaka était plus qu'un simple prétendant se répandit dans les esprits. Il n'était pas seulement un fils illégitime, en quête de reconnaissance, mais un homme capable de conduire les Zoulous vers une ère nouvelle. Ce retour au clan ne fut pas sans douleur pour Shaka. Les souvenirs de son enfance humiliée resurgissaient à chaque regard méfiant, à chaque mot empoisonné. Mais au lieu de le fragiliser, cette mémoire nourrissait sa détermination. Chaque humiliation passée devenait un argument supplémentaire pour prouver qu'il méritait la place suprême. L'enfant rejeté était revenu, mais cette fois, il avait des armes, des alliés et une ambition inébranlable. Le climat de tension atteignit son paroxysme lorsque Dingiswayo intervint ouvertement en faveur de Shaka. Le chef, Matetwa, voyait en lui l'instrument parfait pour affermir son influence sur les clans voisins. En soutenant l'ascension de Shaka, il consolidait ses propres alliances. Ce geste, bien que motivé par des intérêts politiques, donna à Shaka une légitimité décisive. Désormais, il n'était plus seulement un prétendant interne, mais un homme adoubé par une puissance régionale. Les rivaux de Shaka, conscients de cette nouvelle réalité, durent accepter son ascension, non sans amertume. Certains furent écartés, d'autres intégrés par la force ou par des mariages stratégiques. Shaka, pragmatique, savait qu'il ne fallait pas tout détruire d'un coup. Il préféra neutraliser ses ennemis les plus dangereux tout en gardant les autres sous surveillance. Sa stratégie combinait brutalité et patience, une méthode qui allait devenir sa marque de fabrique. Ainsi, le retour au clan natal, qui aurait pu tourner à la tragédie, devint le point de départ d'une ascension irrésistible. Shaka n'était pas encore roi, mais il avait gagné une place centrale dans les luttes de succession. Ses victoires militaires, son charisme et l'appui de Dingiswayo faisaient de lui un rival redoutable que personne ne pouvait ignorer. Dans les plaines zoulous, les regards se tournaient désormais vers lui. Le fils rejeté devenait le prétendant incontournable. Partie 2. La victoire sur ses rivaux et son couronnement comme chef. La disparition de Senzangachona avait ouvert une période de conflits internes. Mais Shaka, grâce à l'appui des Matetwa et à ses premiers succès militaires, s'imposait peu à peu comme une figure incontournable. Pourtant, rien n'était encore gagné. Ses rivaux, demi-frères et cousins, refusaient de lui céder la place sans combattre. Le sang allait encore couler avant que le fils rejeté ne puisse s'asseoir sur le siège du pouvoir. Les tensions atteignirent leur apogée lorsque deux factions rivales s'unirent contre lui. Elles voyaient en Shaka non seulement un concurrent, mais aussi une menace pour les traditions. Sa vision de la guerre, sa discipline et ses réformes potentielles leur semblaient trop radicales. Ils craignaient de perdre leurs privilèges si cet homme imposait son autorité. La confrontation devint
inévitable. La bataille décisive se déroula au lever du jour, dans la brume qui recouvrait encore les collines. Shaka avait rassemblé ses partisans, des guerriers jeunes et enthousiastes, forgés par ses récits, des Mthetois. En face, ses rivaux disposaient d'un plus grand nombre, mais manquaient d'unité. Shaka utilisa déjà des principes qu'il avait appris auprès de Dingiswayo. Au lieu de lancer ses hommes en masse, il les disposa en formation, un centre solide et deux ailes prêtes à envelopper l'ennemi. Le choc fut brutal. Les saguets volèrent, les boucliers claquèrent, et très vite, le combat devint un corps à corps féroce. Shaka se jeta lui-même dans la mêlée, montrant l'exemple. Sa lance courte, tenue fermement, frappait avec une précision mortelle. Ses guerriers, galvanisés par sa présence, résistèrent à l'assaut initial et commencèrent à repousser l'adversaire. Puis, au moment opportun, les ailes qu'il avait positionnées se refermèrent. L'ennemi, surpris, fut encerclé et écrasé. Cette victoire marqua un tournant. Non seulement elle assurait la suprématie de Shaka sur ses rivaux immédiats, mais elle révélait à tous qu'il n'était pas un simple prétendant. Il était un stratège, un meneur d'hommes, un chef capable de transformer un groupe disparate en une armée redoutable. Les survivants furent contraints de se soumettre et les clans hésitants se rallièrent à lui, convaincus que résister ne ferait que prolonger l'inévitable. Peu après, une grande assemblée fut convoquée. Les anciens, les chefs de famille, les guerriers s'y rassemblèrent. Devant eux, Shaka fut proclamé chef des Zoulous. Son couronnement ne fut pas un moment de faste ou de cérémonie somptueuse, mais un acte de reconnaissance pragmatique. On voyait en lui l'homme capable de conduire le peuple vers un avenir plus sûr, de les protéger contre leurs ennemis et de donner aux Zoulous une puissance inédite. Ce jour-là, Shaka sentit que son destin venait de se réaliser en partie. L'enfant rejeté, moqué et méprisé était devenu le chef d'un peuple. Mais dans son esprit, ce n'était qu'un début. Il ne voulait pas seulement régner sur les Zoulous, il voulait faire d'eux une nation invincible, une puissance que nul ne pourrait ignorer. Sa soif de grandeur, alimentée par ses blessures passées, brûlait plus que jamais. Le peuple, de son côté, découvrait un chef différent de ceux qu'il avait connus jusque-là. Shaka ne se contentait pas de gouverner, il exigeait. Il demandait discipline, courage, loyauté absolue. Ceux qui l'accepteraient marcheraient à ses côtés vers la gloire. Ceux qui refuseraient connaîtraient son courroux. Dès les premiers jours de son règne, il montra que son autorité ne souffrirait aucune contestation. Ainsi commença le véritable règne de Shaka, désormais chef des Zoulous. Son ascension, marquée par la douleur, l'exil et la lutte, trouvait enfin sa récompense. Mais ce n'était qu'un prélude. Les années à venir allaient révéler l'étendue de son génie, et l'Afrique australe allait trembler sous les pas de ses armées. Partie 3. Les premières réformes sociales et militaires. Dès les premiers jours de son règne, Shaka comprit que son pouvoir ne pouvait pas seulement reposer sur la victoire face à ses rivaux. Pour durer, il devait transformer profondément son peuple, remodeler aussi bien la société que l'art de la guerre. Le souvenir de ses humiliations d'enfance, de son exil et des enseignements glanés auprès des Mthetois lui soufflait que seule une organisation implacable pouvait garantir la survie et la grandeur des Zoulous. Il s'attaqua d'abord à l'armée, cœur battant de son autorité. Jusque-là,
Les guerriers zoulous combattaient selon les traditions, chacun avec ses armes légères, avançant souvent de manière désordonnée, plus soucieux de prouver sa bravoure individuelle que de participer à une stratégie collective. Shaka, inspiré par les méthodes observées chez Dingis Wayo et par ses propres réflexions, bouleversa cet ordre ancien. Il mit en place un système d'âge militaire, regroupant les jeunes hommes en régiments appelés impis. Chaque impie était logé dans une enceinte spécifique, un kraal militaire, où la vie se résumait à l'entraînement, à la discipline et à la préparation de la guerre. La vie dans ces enclos militaires était austère. Les jeunes, séparés de leur famille, vivaient sous une autorité stricte. Ils devaient courir de longues distances chaque jour, souvent pieds nus, pour endurcir leur corps. Ils s'exerçaient sans relâche au maniement du bouclier et de la sagaie. Les chants et les danses guerrières rythmaient leur quotidien, forgeant une unité qui transcendait les liens familiaux. Pour Shaka, ces régiments étaient plus qu'une armée. Ils étaient une fraternité soudée par le sang, prête à obéir sans hésiter. Mais ces réformes ne concernaient pas seulement l'entraînement. Shaka imposa de nouvelles armes et de nouvelles tactiques, dont les prémices apparurent déjà dans ses premières années de règne. Il exigea que ses guerriers adoptent la lance courte, plus adaptée aux combats rapprochés, et qu'ils apprennent à frapper sans relâche l'ennemi, plutôt que de se contenter de lancer leur sagaie à distance. Cette transformation demandait une discipline de fer, mais elle donna aux Zoulous un avantage décisif. En parallèle, Shaka réorganisa la société civile pour soutenir cet effort militaire. Les familles devaient en fournir leurs fils au service des régiments, et le bétail, richesse centrale du peuple, fut intégré dans un système plus contrôlé. Les impies recevaient nourriture, équipement et soins grâce à des prélèvements réguliers, gérés directement par le pouvoir central. L'autorité du chef ne se limitait plus au champ de bataille. Elle pénétrait dans chaque foyer, dans chaque décision de la vie quotidienne. Shaka mit également en place un contrôle social plus strict. Les mariages, par exemple, furent réglementés. Les jeunes guerriers ne pouvaient se marier qu'avec l'autorisation du roi, qui utilisait ce pouvoir pour maintenir leur loyauté et leur disponibilité. Le mariage devenait une récompense accordée pour service rendu, un privilège qui liait encore davantage les individus à la volonté du chef. Ainsi, l'intime lui-même se trouvait placé sous la tutelle du pouvoir royal. Ces réformes, bien que dures, produisirent rapidement des effets spectaculaires. Les Zoulous, autrefois un petit clan parmi d'autres, commencèrent à se distinguer comme un peuple discipliné, redouté pour la cohésion et l'efficacité de ses guerriers. Là où d'autres clans continuaient à s'affronter de manière désordonnée, les Zoulous apparaissaient comme une machine de guerre implacable. Chaque victoire renforçait leur prestige et attirait à eux de nouveaux alliés ou de nouveaux soumis. La société elle-même changea de visage. L'autorité du roi, autrefois limitée par les anciens et par les coutumes, devint centrale et incontestée. Shaka n'était plus seulement un chef, il était une figure quasi sacrée, unificateur d'un peuple en pleine mutation. Sa parole avait force de loi, et ses décisions s'imposaient à tous. Si certains murmuraient contre sa dureté, beaucoup reconnaissaient aussi qu'il donnait aux Zoulous une puissance et une unité jamais vues auparavant. Pourtant, ces transformations n'étaient pas sans coût. La séparation stricte des jeunes hommes de leur famille, les exigences de discipline
La réquisition constante de ressources pesait sur le peuple. Les anciens, gardiens des traditions, voyaient avec inquiétude ce bouleversement. Mais la peur, autant que l'admiration, les poussait au silence. Car Shaka ne tolérait pas la contestation. Sa vision devait s'imposer ou les récalcitrants seraient brisés. Peu à peu, le royaume zoulou s'érigea sur ses fondations nouvelles. Shaka, parti d'un statut d'enfant rejeté, exilé, puis prétendant contester, devenait un roi bâtisseur. Par ses réformes sociales et militaires, il façonnait un peuple entièrement tourné vers la guerre et la loyauté absolue. Ce n'était plus seulement un clan, c'était une nation en gestation, une force appelée à marquer l'histoire de toute l'Afrique australe. Ainsi s'achevèrent les premières années de son règne. Les bases étaient posées, solides et implacables. Mais Shaka n'en était qu'au début de son œuvre. Ce qu'il avait construit dans le sang et la discipline allait bientôt se déployer à une échelle bien plus vaste. Car dans son esprit brûlait l'ambition d'unifier non seulement les Zoulous, mais aussi d'étendre leur domination sur tous les clans voisins. Les plaines, les vallées, les rivières et les collines allaient bientôt résonner du pas cadencé de ses armées. Chapitre 3. Le stratège et le conquérant. Partie 1. L'invention de l'Ikloa et la révolution des armées zoulous. Parmi toutes les innovations qui marquèrent l'œuvre de Shaka, aucune n'eut autant d'impact que l'invention et la généralisation de l'Ikloa, la lance courte destinée au combat rapproché. Cette arme, simple en apparence, changea radicalement la manière de faire la guerre en Afrique australe. Elle symbolisait à la fois l'esprit de rupture et la vision stratégique de Shaka, qui voyait dans chaque détail une occasion de transformer son peuple en une force invincible. Traditionnellement, les guerriers africains combattaient avec des sagaies légères, qu'ils lançaient à distance avant d'engager un affrontement souvent confus. Ces armes, efficaces pour harceler l'ennemi, ne permettaient pas toujours de tuer d'un coup. Les combats s'éternisaient, dépendant davantage de la bravoure individuelle que d'une véritable cohésion d'ensemble. Shaka, qui avait déjà expérimenté la dureté du corps à corps et qui avait médité sur l'inefficacité de ces pratiques, voulut rompre avec cette habitude. Il fit forger une nouvelle arme, plus lourde, dotée d'une lame large et acérée, fixée à un manche court et robuste. Contrairement à la sagaie, l'Ikloa n'était pas conçu pour être lancé, mais pour frapper directement au contact, perforant l'ennemi à bout portant. Son nom même venait du bruit sourd et humide qu'elle faisait en pénétrant le corps. Un son terrifiant qui glaçait le sang. Cette arme imposait une nouvelle manière de combattre. Il ne s'agissait plus de rester à distance, mais de plonger dans la mêlée, de frapper avec précision, de tuer rapidement et d'avancer encore. L'introduction de l'Ikloa bouleversa l'entraînement des régiments. Shaka exigea que ses guerriers abandonnent l'habitude de lancer leurs armes de loin. Ils devaient désormais se jeter sur l'ennemi, bouclier en avant, Ikloa prête à percer. Cette nouvelle méthode effrayait au départ, car elle demandait un courage immense. Il fallait affronter la mort de près, sentir le souffle et le sang de l'adversaire. Mais Shaka transforma cette peur en discipline. Par des exercices incessants, il habitua ses soldats à avancer sans reculer, à frapper sans hésiter. L'arme s'accompagnait d'un bouclier élargi, plus haut et plus robuste que ceux utilisés auparavant. Avec ce bouclier,
Les guerriers pouvaient repousser l'ennemi, le déséquilibrer, l'écarter avant de le frapper d'un coup mortel. Shaka enseigna lui-même à ses hommes la technique du crochet. Avec le bord du bouclier, on attrapait celui de l'adversaire pour l'écarter brusquement, ouvrant sa garde et permettant un coup fatal de l'Ikloa. Cette combinaison, simple mais redoutable, fit des Zoulous des combattants d'une efficacité terrifiante. Au-delà de l'arme, c'était une véritable révolution culturelle. Les guerriers, habitués à la démonstration individuelle de bravoure, devaient désormais obéir à une logique collective. La gloire personnelle n'avait de sens que dans la victoire commune. Chaque homme devenait un rouage dans une machine guerrière. Shaka prêchait que le courage n'était pas de se jeter seul contre l'ennemi, mais de maintenir sa place dans la formation, de frapper au même rythme que ses frères d'armes, de créer un mur vivant impossible à briser. Les premiers essais en bataille confirmèrent l'efficacité de la réforme. Face à des clans encore fidèles au saguet traditionnel, les Zoulous s'avançaient comme une vague implacable. Les boucliers s'entrechoquaient, les éclois frappaient sans relâche, et l'ennemi, surpris par cette furie au contact, cédait rapidement. Les survivants, traumatisés, rapportaient à leurs proches la terreur d'avoir affronté une armée différente de tout ce qu'ils avaient connu. La réputation de Shaka grandit, et avec elle la peur qui précédait ces guerriers avant même qu'ils n'arrivent. Mais l'Ikloa n'était pas seulement une arme, elle devint un symbole. Elle incarnait la rupture avec le passé, l'esprit de discipline et de modernité que Shaka imposait à son peuple. Chaque jeune initié recevait son Ikloa comme on recevait un destin. On ne pouvait la lancer, on ne pouvait la fuir. Il fallait avancer avec elle, frapper, tuer, survivre ou mourir. Cet objet de fer et de bois devint l'extension de la volonté de Shaka, une marque de son génie et de sa cruauté. L'invention de l'Ikloa s'accompagna de réformes dans la manière de structurer les armées. Shaka imposa une hiérarchie stricte, avec des chefs responsables de régiments entiers, eux-mêmes subdivisés en compagnies. Chaque niveau de commandement avait des responsabilités précises, garantissant que les ordres du roi se transmettaient sans confusion. L'armée zoulou devenait ainsi un instrument centralisé, réactif et discipliné. L'effet sur la société fut immense. Les familles voyaient leurs fils partir pour des années de service militaire, parfois sans retour. Mais la fierté de servir sous Shaka compensait la douleur des séparations. Les chants guerriers louaient la puissance de l'Ikloa et la discipline des impies. Les jeunes grandissaient en rêvant du jour où ils recevraient leurs armes et marcheraient dans les rangs serrés des soldats du roi. Bientôt, les victoires se succédèrent. Chaque clan affronté témoignait de la supériorité des Zoulous. Chaque défaite ennemie renforçait l'idée que Shaka avait trouvé la clé de la domination. Et tandis que les plaines d'Afrique australe résonnaient du bruit des boucliers et du cri des guerriers, l'Ikloa devenait non seulement une arme de guerre, mais un mythe. Cette invention, née de l'esprit d'un homme qui avait transformé ses blessures en ambition, allait changer à jamais le destin de son peuple. Car à partir de ce moment, les Zoulous n'étaient plus un simple clan. Ils devenaient une armée, une nation en marche, prête à étendre son influence sur des territoires bien plus vastes. Shaka avait donné à ses hommes une arme, mais surtout une nouvelle manière de concevoir la guerre. Et ce n'était que le commencement. Partie 2. La tactique de la corne de buffle et la discipline des impies.
après avoir transformé l'armement de ses guerriers avec l'Iklewa, Shaka poursuivit son œuvre de réformateur en inventant une nouvelle manière de faire la guerre. Il ne suffisait pas d'avoir des armes plus efficaces. Il fallait aussi une stratégie capable de dominer les champs de bataille, même face à des ennemis plus nombreux. De cette réflexion naquit la tactique de la corne de buffle, une innovation qui allait marquer durablement l'art militaire africain. Shaka observait les troupeaux de buffles, puissants animaux de la savane, lorsqu'ils chargeaient pour défendre leurs petits. Les adultes formaient un cercle protecteur, les plus forts sur les côtés, les plus jeunes au centre. En adaptant ce modèle naturel à la guerre, il imagina une formation où l'armée ne se contentait pas de foncer droit devant, mais enveloppait progressivement l'adversaire pour l'anéantir. Cette idée simple et géniale transforma chaque bataille en une chasse implacable, où l'ennemi, une fois pris dans l'étau, n'avait plus aucune échappatoire. La tactique de la corne de buffle se divisait en 3 parties. Le centre, appelé le poitrail, était constitué des guerriers les plus solides, chargés de fixer l'ennemi et de le retenir par un affrontement frontal. Les 2 ailes, ou cornes, s'étendaient de part et d'autre et avançaient en arc de cercle pour envelopper progressivement l'adversaire. Enfin, l'arrière, ou rein, était constitué de troupes de réserve, souvent des jeunes guerriers prêts à intervenir pour renforcer un point faible ou pour achever l'ennemi pris au piège. Cette formation exigeait une discipline sans faille. Les guerriers devaient résister à la tentation de se lancer seuls dans la mêlée. Ils devaient attendre le signal, maintenir leur position, avancer au rythme ordonné. Chaque mouvement était calculé pour que la manœuvre prenne forme, pour que les cornes se rejoignent et ferment le cercle. C'était une danse de guerre, où chaque homme avait sa place, et où la moindre erreur pouvait mettre en péril l'ensemble. Shaka consacra des mois à l'entraînement de ses impies. Les régiments répétaient la formation encore et encore dans les plaines, jusqu'à ce que chaque geste devienne instinctif. Le roi observait tout, corrigeait, exigeait. Il punissait sévèrement la désobéissance, mais récompensait aussi la discipline exemplaire. Peu à peu, ces guerriers devinrent une armée redoutable, capable de manœuvrer comme un seul corps, animés par une volonté commune, celle de vaincre pour leur roi. La première utilisation de la corne de buffle en bataille fut un choc pour les ennemis. Accoutumés à des affrontements chaotiques, ils ne comprirent pas immédiatement la manœuvre. Le centre zoulou résistait, absorbant l'énergie de la charge adverse. Pendant ce temps, les cornes s'étendaient silencieusement, comme des bras qui s'allongent. Et soudain, l'ennemi se retrouvait encerclé, incapable de fuir. Pris au piège, il était massacré sans pitié. La victoire ne dépendait plus seulement du courage, mais d'une organisation supérieure. Les rumeurs de cette nouvelle tactique se répandirent rapidement. Les clans voisins, terrifiés, racontaient que les Zoulous combattaient comme un animal géant, avec un corps solide, des cornes qui s'allongeaient et une volonté implacable. La peur précédait désormais les armées de Shaka. Avant même d'apercevoir ses guerriers, les ennemis tremblaient à l'idée d'être enfermés dans ce cercle de mort. Mais cette stratégie ne pouvait fonctionner que grâce à la discipline des impies. Shaka avait créé des régiments d'élite où la loyauté et l'obéissance étaient absolues. Chaque impie vivait séparé du reste de la population, dans des kraals militaires
où les jeunes hommes passaient des années à s'entraîner. Ils couraient pieds nus sur des distances immenses, s'exerçaient à des charges répétées, dormaient peu, mangeaient sobrement. Leur vie entière était consacrée à la guerre. Pour maintenir leur motivation, chacun utilisait à la fois la peur et l'honneur. La désertion ou la lâcheté étaient punies de mort, parfois exécutés devant tout le régiment pour servir d'exemple. Mais ceux qui se distinguaient recevaient des récompenses, des éloges publics, parfois le droit rare et précieux de se marier, ou la promesse de terre et de bétail. Chaque guerrier savait que sa vie était entre les mains du roi, et que seule la gloire sur le champ de bataille pouvait lui apporter reconnaissance et dignité. Cette discipline extrême forgea une armée inégalée dans la région. Les Zoulous ne combattaient plus en bandes dispersées, mais en régiments cohérents, chacun ayant un nom, une identité, une histoire. Ces impies développaient un esprit de corps puissant. Les chants de guerre, scandés avant la bataille, résonnaient comme un tonnerre, galvanisant les uns et terrifiant les autres. Lorsque les guerriers frappaient le sol de leurs pieds nus, les vibrations semblaient annoncer la fin du monde pour leurs ennemis. Chacun savait que la discipline était la clé de la victoire. Dans son esprit, l'armée devait être une extension de sa propre volonté. Les impies étaient ses instruments, et à travers eux, il façonnait un empire. Chaque bataille renforçait son prestige et celui de sa tactique. Chaque ennemi vaincu augmentait la terreur et la fascination qu'inspirait son nom. Ainsi, grâce à l'Ikloa, au bouclier élargi et surtout à la tactique de la corne de buffle, Shaka transforma la guerre en Afrique australe. Là où les autres voyaient le combat comme une succession d'exploits individuels, lui en fit une science collective, une mécanique de destruction. Ses armées devenaient des bêtes de guerre, avançant d'un seul pas, frappant d'un seul coup, anéantissant toute résistance. La discipline des impies et l'efficacité de la corne de buffle donnèrent à chacun un avantage décisif sur ses voisins. Ce n'était plus seulement une série de victoires, c'était le début d'une expansion fulgurante. Les plaines, les vallées et les collines d'Afrique australe allaient bientôt être parcourues par des régiments noirs de monde, chantant le nom de leur roi, frappant le sol comme une tempête. Le monde changeait, et chacun était à l'origine de cette transformation. Partie 3. Les conquêtes éclatantes et l'expansion fulgurante du royaume. Les réformes de Shaka, l'invention de l'Ikloa et la tactique de la corne de buffle avaient donné aux Zoulous une supériorité écrasante sur leurs voisins. Ce qui n'était d'abord qu'un clan de taille modeste devint en quelques années une puissance redoutée. Sous son commandement, les impies commencèrent une série de campagnes qui transformèrent le visage de l'Afrique australe. La première phase de cette expansion visait les clans voisins immédiats. Beaucoup avaient déjà entendu parler des réformes de Shaka, mais aucun n'imaginait l'ampleur du changement. Lorsque les régiments zoulous frappèrent pour la première fois, ce fut une révélation. Les ennemis, encore attachés à leurs saguets légères et à leurs tactiques traditionnelles, furent balayés par la discipline et la férocité des guerriers de Shaka. Là où auparavant les batailles pouvaient durer des heures, elles étaient désormais décidées en quelques instants, tant l'efficacité des Zoulous était implacable. Ces premières victoires eurent un effet boule de neige. Les clans qui avaient douté du jeune roi commencèrent à le craindre. Certains choisirent de se soumettre sans combat.
préférant devenir alliés ou vassaux plutôt que d'être anéantis. D'autres tentèrent de résister, mais furent rapidement écrasés. Chaque victoire augmentait la taille du royaume. Chaque soumission élargissait la sphère d'influence de Shaka. Mais l'ambition du roi ne se limitait pas à consolider son pouvoir local. Il voyait grand, bien plus grand. Dans son esprit, les Zoulous n'étaient pas faits pour être un simple clan puissant. Ils étaient destinés à régner sur toute la région, à imposer leurs lois des rivières aux montagnes, des collines aux plaines. Il lança alors ses armées dans des campagnes toujours plus lointaines, frappant des clans éloignés qui n'avaient jamais entendu parler de lui avant d'être confrontés à ses régiments. Ces campagnes furent marquées par une brutalité sans égale. Shaka imposait une règle simple. Ceux qui se soumettaient pouvaient être intégrés, mais ceux qui résistaient devaient être exterminés. Villages incendiés, bétail saisi, population dispersée. Tout servait à renforcer son pouvoir et à envoyer un message clair. On ne résistait pas aux Zoulous. Cette politique de la terreur, si dure fut-elle, contribua à accélérer l'expansion. Beaucoup de clans, terrifiés par l'idée d'affronter ces armées, préféraient se rallier sans combattre. Au fur et à mesure que son royaume grandissait, Shaka réorganisait les territoires conquis. Les chefs vaincus étaient remplacés par des hommes loyaux, souvent issus de ses propres rangs. Les populations soumises étaient dispersées, parfois réinstallées ailleurs, pour éviter qu'elles ne se révoltent. Ce système, brutal mais efficace, réduisait les risques de résistance et permettait d'intégrer progressivement des milliers de personnes sous l'autorité zoulou. Les impies parcouraient désormais des distances impressionnantes, capables de marcher des dizaines de kilomètres en une seule journée pour surprendre leurs ennemis. Les récits rapportent que les guerriers de Shaka étaient si endurants qu'ils semblaient surgir de nulle part, frappant avec une rapidité qui laissait leurs adversaires sans réaction. La discipline imposée par le roi permettait de coordonner ses campagnes avec une précision qui surprenait même les alliés. Mais ce n'était pas seulement la guerre qui étendait le royaume, c'était aussi la réputation, les récits de survivants, les rumeurs colportées par les voyageurs, l'écho des chants guerriers faisait de Shaka une figure quasi mythique. Certains clans se rendèrent avant même que ses armées n'arrivent, convaincus qu'aucune résistance n'était possible. Ainsi, la peur devenait une arme à part entière, aussi efficace que l'Ikloa. Dans cette période d'expansion fulgurante, le royaume zoulou passa d'un petit territoire à un empire couvrant une vaste partie de l'Afrique australe, des rivières Tugela et Pongola jusqu'aux plaines de Natal, des collines du Zululand jusqu'aux frontières de clans plus éloignés. L'influence de Shaka s'étendait comme une vague irrésistible. Chaque campagne consolidait son autorité. Chaque victoire renforçait sa légende. Pour les Zoulous eux-mêmes, ces conquêtes représentaient une transformation radicale. Les familles voyaient revenir leurs fils auréolés de gloire, porteurs de butin et de bétail. Les chants dans les villages célébraient les victoires, glorifiaient le roi et rappelaient les noms des guerriers tombés. La société entière vibrait au rythme des campagnes militaires, comme si la guerre était devenue l'essence même de leur existence collective. Cependant, cette expansion rapide n'était pas sans conséquences. Les populations déplacées, les clans anéantis, les survivants intégrés de force créaient une instabilité permanente. Les tensions s'accumulaient, et si la main de fer de Shaka maintenait tout en place,
l'édifice reposait sur un équilibre fragile. L'Empire grandissait, mais il devenait aussi plus difficile à contrôler. Pour Shaka, ces difficultés n'étaient que des défis à surmonter. Il voyait dans chaque résistance une occasion de prouver la supériorité des Zoulous. Dans chaque victoire, une justification de son règne. Son ambition semblait sans limite. Il rêvait d'un royaume si puissant que nul ne pourrait jamais le contester. Et dans les plaines d'Afrique australe, son nom résonnait déjà, comme celui d'un conquérant invincible. Ainsi, les conquêtes éclatantes de Shaka marquèrent l'apogée de son génie militaire. En quelques années, il avait bâti un empire à partir de presque rien. Ses réformes, son audace et sa cruauté avaient transformé un peuple humilié et dispersé en une nation redoutée. Mais cette grandeur, bâtie sur le sang et la peur, portait déjà en elle les germes de futures tensions. Car plus un empire grandit vite, plus il devient vulnérable à ses propres failles. Chapitre 4. L'apogée et les ombres. Partie 1. Le pouvoir absolu de Shaka et l'admiration qu'il inspire. Au sommet de sa puissance, Shaka n'était plus seulement un chef de guerre. Il était devenu une figure d'autorité absolue, un roi dont la parole avait valeur de loi et dont la volonté modelait la vie de son peuple. Dans les plaines d'Afrique australe, son nom inspirait à la fois admiration et crainte. Ses victoires successives, sa discipline implacable et sa vision d'un peuple uni avaient en fait de lui plus qu'un souverain. Il était le symbole vivant de la grandeur zoulou. Les guerriers voyaient en lui l'incarnation du courage et de la force. Chaque bataille remportée renforçait cette image. Lorsque Shaka apparaissait, marchant en tête de ses régiments, sa haute silhouette, son port altier et son regard perçant galvanisaient ses hommes. Beaucoup disaient que rien ne pouvait arriver tant que le roi était présent. Sa seule présence suffisait à faire taire les doutes et à inspirer une confiance inébranlable. Les cérémonies organisées après les victoires étaient autant d'occasions d'affirmer son pouvoir. Les impies, rassemblés par milliers, frappaient le sol de leurs pieds nus, soulevant la poussière en cadence, scandant le nom de leur roi, dans des chants gutturaux qui résonnaient comme un tonnerre. Shaka, assis sur un siège élevé, recevait les hommages, distribuant récompenses et félicitations. Ces scènes marquaient profondément l'esprit des Zoulous. Leur roi n'était pas un homme comme les autres. Il était au-dessus, choisi par les ancêtres pour guider son peuple. Son pouvoir s'étendait bien au-delà du champ de bataille. Dans chaque kraal, dans chaque famille, la présence de Shaka se faisait sentir. Il réglementait la vie quotidienne, imposait ses réformes jusque dans l'intime. Les mariages, les partages de bétail, les alliances entre familles passaient sous son contrôle. Son autorité pénétrait tous les aspects de la société. Et si cela pesait sur certains, beaucoup y voyaient aussi une source d'unité et de sécurité. Sous Shaka, les Zoulous n'étaient plus un clan parmi d'autres. Ils formaient une nation soudée, respectée et redoutée. Les voyageurs étrangers qui commençaient à s'aventurer dans la région furent frappés par cette organisation. Ils racontaient l'ordre impressionnant qui régnait dans les villages, la discipline stricte des guerriers, l'obéissance absolue au roi. Certains comparaient Shaka au grand conquérant de l'histoire universelle, à César, à Alexandre, à Napoléon. Ils voyaient en lui un génie militaire,
capable de transformer un peuple en une force irrésistible. Ces récits, rapportés au-delà de l'Afrique australe, contribuèrent à bâtir une réputation mondiale autour de son nom. Mais pour les Zoulous eux-mêmes, l'admiration ne venait pas seulement de ses victoires ou de sa discipline. Shaka était perçu comme celui qui avait redonné fierté et dignité à son peuple. Avant lui, il n'était qu'un petit clan, souvent méprisé ou menacé par plus puissants qu'eux. Grâce à lui, ils étaient devenus les maîtres d'un vaste territoire, respectés de tous leurs voisins. Cette transformation suscitait une immense fierté collective. Les chants, les danses, les récits oraux ne cessaient de glorifier le roi qui avait fait d'eux une nation. Dans les veillées, les anciens racontaient son ascension, de l'enfant rejeté au chef vénéré. Les jeunes écoutaient ces récits avec des yeux brillants, rêvant du jour où ils recevraient leur Ikloa et marcheraient à leur tour dans les rangs de l'armée du roi. Pour eux, Shaka n'était pas seulement un souverain, il était un modèle, un idéal de courage, de ténacité et de grandeur. Cette admiration se nourrissait aussi de la peur, car Shaka n'hésitait pas à punir la désobéissance avec une sévérité extrême. Ceux qui trahissaient sa confiance, ceux qui manquaient de courage, ceux qui contestaient ses ordres, connaissaient une fin brutale. Mais paradoxalement, cette rigueur renforçait encore son autorité. Les Zoulous savaient que leur roi ne tolérerait jamais la faiblesse, et cela les poussait à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ainsi, à l'apogée de sa puissance, Shaka régnait comme un monarque absolu, respecté autant que craint. Ses armées avaient conquis un vaste territoire, son peuple était uni comme jamais, et son nom résonnait déjà au-delà de ses frontières. L'enfant humilié était devenu l'incarnation de la grandeur, le chef incontesté d'un empire en plein essor. Mais dans cette lumière éclatante se profilaient déjà des ombres, car le pouvoir absolu, lorsqu'il s'impose sans limite, peut devenir un fardeau pour celui qui l'exerce et une menace pour ceux qui le subissent. Derrière l'admiration et la gloire se cachaient les germes de la cruauté et de la paranoïa qui allaient bientôt marquer le règne de Shaka de leur empreinte sombre. Partie 2. La cruauté, la paranoïa et le deuil sanglant après la mort de Nandi. La grandeur de Shaka atteignait son sommet, mais cette ascension fulgurante avait laissé en lui des cicatrices invisibles. Derrière l'image du roi vénéré et du stratège génial, subsistait l'enfant humilié, l'exilé méprisé, l'homme façonné par la douleur. Ses blessures, longtemps contenues, se transformèrent en cruauté et en méfiance maladive. Le règne du conquérant, déjà marqué par la discipline et la terreur, entra dans une phase plus sombre encore, où la paranoïa et la violence devinrent le quotidien. La mort de Nandi, la mère de Shaka, marqua un tournant décisif. Elle avait été son refuge durant l'enfance, son soutien dans l'exil, la seule à avoir toujours cru en lui quand le reste du monde l'avait rejeté. Même devenu roi, Shaka gardait pour elle une affection profonde, presque sacrée. Elle était la racine de sa force, la voie qui l'avait poussé à ne jamais abandonner. Quand elle mourut, c'est comme si l'unique ancre humaine qui le retenait à la compassion s'était brisée. Le deuil fut terrible. Shaka, inconsolable, se laissa emporter par une douleur démesurée. Mais cette douleur, au lieu de se transformer en recueillement, dégénéra en folie. Pour exprimer son chagrin, il décréta un deuil national d'une brutalité inouïe. Pendant plusieurs mois,
Il interdit tout mariage, toute naissance. Les femmes enceintes furent condamnées, car donner la vie en ce temps de mort était perçu comme une offense à sa douleur. Le peuple entier fut plongé dans une atmosphère d'oppression insoutenable. Les troupeaux, source vitale de nourriture, furent également touchés. Shaka ordonna que des vaches soient tuées pour symboliser le deuil, privant ainsi son peuple d'une partie de sa subsistance. Certains témoignages rapportent qu'il interdit même de boire du lait, boisson essentielle, car elle représentait une vitalité inacceptable en temps de tristesse. Le peuple, accablé, souffrait de faim et de peur, mais nul n'osait contester les ordres du roi. Ces mesures absurdes révélèrent la part la plus sombre de son règne. Shaka n'était plus seulement un chef exigeant. Il devenait un tyran imprévisible. Sa douleur personnelle se transformait en loi universelle, imposée à des milliers de personnes qui n'avaient d'autre choix que de se plier ou de mourir. Ceux qui tentaient de protester étaient exécutés sans pitié. Le Graal royal devint un lieu de terreur où les décisions du roi, de plus en plus arbitraires, s'imposaient comme des décrets sacrés. La paranoïa de Shaka s'intensifia. Il voyait des complots partout, soupçonnait ses proches de trahison, testait sans cesse la loyauté de ses guerriers. Il envoyait des espions surveiller ses propres chefs, et les moindres signes de faiblesse pouvaient être interprétés comme une rébellion. Beaucoup de ses fidèles vivaient dans la crainte constante d'un soupçon, d'un mot mal interprété, d'un geste mal compris. L'ombre de la mort planait sur tous ceux qui l'entouraient. Pourtant, malgré cette cruauté, une partie du peuple continuait de l'admirer. Certains voyaient dans sa sévérité l'expression d'une force surhumaine, d'une volonté divine. La peur se mêlait au respect, comme si Shaka n'était plus vraiment un homme, mais une force de la nature, à la fois protectrice et destructrice. La légende commençait déjà à se mêler à la réalité, amplifiant son image au-delà de la simple histoire humaine. Mais les tensions s'accumulaient. Les clans soumis, épuisés par les guerres, commençaient à murmurer. Même au sein de son peuple, certains se demandaient jusqu'où irait la folie du roi. Les anciens, autrefois garants des traditions, se sentaient relégués au silence. Les chefs militaires, eux, redoutaient ces colères improvisibles. L'unité, fondée sur la discipline et la terreur, commençait à se fissurer. La mort de Nandi avait ouvert une plaie béante dans le cœur de Shaka, et cette plaie saignait sur tout son royaume. Le roi qui avait bâti un empire à la force de sa volonté montrait désormais le visage d'un despote consumé par la douleur et la méfiance. Chaque jour, son pouvoir grandissait en apparence, mais en réalité, il s'isolait, se coupait de son peuple et semait les graines de sa propre chute. Ainsi, l'apogée de Shaka était inséparable de ses ombres. Sa grandeur militaire et politique ne pouvait être dissociée de sa cruauté et de sa paranoïa. Le deuil sanglant de Nandi marqua un basculement, révélant que même les plus grands conquérants sont vulnérables aux blessures intimes. Et dans ce mélange de gloire et de terreur, le royaume zoulou entrait dans une phase où sa cohésion, jusque-là solide, allait être mise à rude épreuve. Partie 3. Les tensions internes, les révoltes et les premières failles. Le règne de Shaka, bâti sur des victoires éclatantes et une discipline de fer, semblait invincible. Mais derrière cette façade d'unité commençaient à poindre les fissures.
l'ombre du deuil sanglant de Nandi, les ordres cruels, la paranoïa croissante du roi pesaient lourd sur son peuple. Ce qui avait été la source de sa force, la terreur et l'obéissance absolue, devenait peu à peu un fardeau insupportable. Les premiers signes apparurent dans les murmures des villages. Les familles, épuisées par les prélèvements constants de jeunes hommes pour alimenter les impies, souffraient de voir leurs fils partir et ne pas revenir. Les interdictions absurdes liées au deuil de Nandi avaient laissé des traces, la faim, les privations, la peur. Beaucoup commençaient à se demander si le roi, autrefois visionnaire, n'était pas devenu un tyran aveuglé par sa propre douleur. Les chefs de clan, intégrés de force au royaume zoulou, exprimaient aussi leur mécontentement. Privés de leur autonomie, soumis à des ordres venus directement de la cour de Shaka, ils voyaient leur autorité traditionnelle s'éroder. Certains supportaient cette perte de pouvoir par crainte, mais d'autres, plus fiers ou plus ambitieux, commençaient à songer à la révolte. Les tensions s'accumulaient dans l'ombre, invisibles à la surface, mais bien réelles. Les premiers incidents éclatèrent dans les territoires récemment conquis. Des villages refusèrent de fournir des vivres aux impies. Des familles cachèrent leurs fils pour les soustraire au service militaire. De petites révoltes locales furent brutalement réprimées. Chacun envoyait ses troupes punir les rebelles, incendier leurs kraals, disperser leurs familles. Ces châtiments exemplaires maintenaient l'ordre, mais nourrissaient aussi une rancune sourde. Chaque répression renforçait la peur, mais aussi la haine. Même au sein de l'armée, la loyauté commençait à se fissurer. Les impies, autrefois galvanisés par l'énergie de Shaka, subissaient désormais un régime de discipline si dur qu'il devenait insupportable. Les punitions pour désobéissance ou faiblesse étaient fréquentes et sanglantes. Les guerriers vivaient dans la crainte constante de déplaire au roi. Certains obéissaient par conviction, mais beaucoup n'étaient plus mus que par la peur. Et la peur, si efficace à court terme, fragilise toujours la cohésion à long terme. La paranoïa de Shaka atteignait de nouveaux sommets. Il soupçonnait ses propres officiers, ses proches, parfois même ses frères, de comploter contre lui. Il testait leur fidélité par des épreuves absurdes, exigeant des démonstrations d'obéissance sans faille. Ceux qui échouaient étaient exécutés. Ces pratiques, loin de renforcer son pouvoir, érodaient peu à peu la confiance. Les plus loyaux vivaient dans la terreur de commettre une erreur. Et les ambitieux commençaient à voir dans l'élimination de Shaka une solution pour sauver le royaume de sa folie. Pourtant, malgré ces tensions, Shaka restait redouté. Sa réputation de génie militaire et de conquérant invincible continuait d'impressionner. Les ennemis extérieurs hésitaient encore à attaquer, conscients de la puissance des impies. Mais à l'intérieur, le sol commençait à se fissurer. Les révoltes locales, bien que contenues, montraient que le système atteignait ses limites. La société zoulou, transformée en une machine de guerre, peinait à supporter la pression constante. Les anciens, garants des traditions, s'inquiétaient en silence. Pour eux, Shaka avait rompu l'équilibre ancestral. Il avait donné au peuple la gloire et la puissance, mais au prix d'un déracinement profond. Les coutumes, les rites, la vie communautaire avaient été remplacés par une obéissance totale au roi et à son armée. Beaucoup craignaient que les ancêtres ne finissent par se détourner de ce roi trop cruel, trop avide de contrôle. Les tensions atteignirent un nouveau point critique lorsque plusieurs chefs soumis décidèrent de se soulever en secret.
Bien qu'ils ayant été rapidement écrasés, leurs gestes montraient que la crainte du roi ne suffisait plus à garantir l'obéissance. Shaka, furieux, renforça encore la répression. Mais plus il frappait, plus il isolait son pouvoir. Son autorité absolue devenait une cage où il se coupait des conseils et du soutien de ceux qui l'avaient autrefois porté. Au sein même de sa famille, les tensions grandissaient. Ses deux frères, Dangane et Mlangana, qui avaient longtemps vécu dans son ombre, supportaient de moins en moins son autorité tyrannique. Ils voyaient son règne se transformer en folie et commençaient à penser qu'un changement était nécessaire. Leur loyauté se fissurait et dans leur regard brillait déjà l'ombre de la trahison. Ainsi, sous l'apparente solidité de l'empire zoulou, des failles irréparables s'ouvraient. La terreur, qui avait bâti l'unité, se retournait contre son instigateur, le peuple, les guerriers, les chefs, même les proches du roi. Tous portaient en eux un mélange de peur, de rancune et de lassitude. Le génie de Shaka avait créé un empire, mais son excès de cruauté menaçait désormais de le détruire. Le temps de l'apogée touchait à sa fin. Les ombres grandissaient autour du roi, et déjà, dans les coulisses de son propre Kraal, se préparaient les complots qui allaient précipiter sa chute. Chapitre 5. La chute et l'héritage. Partie 1. L'arrivée des Européens et les nouveaux équilibres de pouvoir. Au moment où l'empire zoulou touchait à son zénith, l'horizon, à l'est et au sud, s'emplissait de silhouettes nouvelles. Des caravanes de bœufs, des chariots grinçants, des hommes pâles au regard calculateur, des fusils qui parlaient en de loin et tuaient sans que l'on voie la main. Les Européens s'installaient, puis avançaient, traçant des routes invisibles qui finiraient par redessiner la carte des pouvoirs. Pour Shaka, dont le royaume s'était bâti dans la vitesse des charges et l'éclat de l'Ikloua, cette présence étrange inaugurait un type d'épreuve inédit. Une guerre des lenteurs, des traités, des comptoirs, des promesses et des embuscades politiques. Au début, tous les contacts furent dispersés, presque anecdotiques. Quelques marchands portugais côtiers troquaient perles, tissus, verroteries et fusils à silex contre de l'ivoire, des peaux, du bétail. Plus loin, les Boers, agriculteurs et éleveurs, remontaient au nord en quête de pâturage. Les Britanniques, eux, traçaient déjà des lignes sur des cartes que personne ici n'avait signées, mesurant les rades, sondant les rivières, marquant des points d'appui où l'Union Jack claquait au vent. Tout cela, à distance, paraissait encore lointain. Pourtant, les rumeurs pénétrèrent vite les Kraals zoulous. On disait ces hommes capables d'abattre un guerrier à la longueur d'une rivière, de chevaucher tout un jour sans s'essouffler, de se couvrir de peaux d'acier qui renvoyaient les Sagae. Shaka observait sans ciller. Il envoyait des émissaires, faisait parler les voyageurs, interrogeait les devins. Il savait distinguer les illusions des menaces, les armes à feu de l'époque, lentes à recharger, inexactes sous la pluie, ne l'effrayaient pas autant que le racontaient certains. Ce qui l'inquiétait, c'était la logique patiente de ces étrangers, leur manière d'offrir, de mesurer, d'enregistrer, de réclamer. La guerre qu'ils maîtrisaient était affaire d'heures et de poussière. La leur filait comme un encre dans les registres, puis revenait sous forme de traités, de prêts, de protections, de pactes qui liennent sans verser de sang. Quelques chefs soumis à Shaka virent dans les Européens une opportunité. Il suffisait, pensait-il,
d'obtenir une poignée de fusils et quelques chevaux pour équilibrer la terreur zoulou. Ils firent commerce en secret, glissèrent des bœufs contre des mousquets et s'essayèrent à des décharges maladroites au-dessus des herbes hautes. Chacun frappa vite, comme à son habitude. Les krals suspectes furent cernés. À l'aube, les armes saisies, les meneurs punis. Mais chaque mousquet confisqué était remplacé par deux autres qui, par des pistes détournées, réapparaissaient plus loin. Ce n'était plus une bataille, c'était une infiltration. Les Anglais, plus habiles à la parole qu'au coup de lance, envoyèrent des hommes de bonne mine, propres et courtois, qui apportaient des cadeaux, couvertures, thé, couteaux brillants, miroirs où se reflétait un monde retourné. Ils saluaient, souriaient, prenaient des notes. Ils félicitaient la discipline des impies, admiraient la beauté des boucliers, s'étonnaient des amakandas. Mais derrière les compliments se devinait une méthode. Établir des habitudes d'échange, fixer des usages, faire naître un besoin. Ce que l'on goûtait finit par manquer quand on ne l'avait plus. Et ce manque appelait la dépendance. Chacun le comprit. Il fit refermer ses portes, resserra les bornes, interdit certains trocs. Il voulait que les Zoulous demeurent maîtres de leurs appétits. Là où la force ne passait pas, passait l'information. Les Boers, jaloux de leur troupeau, parlaient peu et tiraient bien. Ils évitaient la confrontation ouverte, préférant les terrains cassants, les vallées où les chevaux pouvaient surprendre. Les Britanniques, eux, observaient et dressaient des rapports. Bientôt, l'Europe possédait des descriptions du Zululand, des voies d'accès, des chiffres approximatifs sur le nombre de guerriers, sur les réserves de bétail, sur les récoltes. La puissance qui écrit le mieux prépare la puissance qui frappe. Pour chacun, l'équilibre se compliquait. Jusqu'alors, chaque voisin pouvait être encerclé, pressé, brisé. On coupait la fuite avec les cornes. On écrasait le centre avec le poitrail. On lâchait les reins pour achever. Mais contre un adversaire qui n'était pas un seul chef, pas un seul kraal, pas une seule frontière, la corne de buffle rencontrait du vide. Les étrangers se dérobaient, reparaissaient ailleurs, parlaient par bouches multiples, écrivaient par mains différentes, et leurs décisions naissaient loin, sur une île de brume ou dans un campement itinérant traîné par des bœufs, ou frappé quand l'ennemi est partout et nulle part. Une autre difficulté naissait du prestige même de chacun. Sa force avait agrandi le royaume à une vitesse que nul n'avait connue. Les vaincus, disséminés, gardant en eux la braise de vieilles rancunes, trouvaient désormais des oreilles européennes pour leurs plaintes, et parfois des fusils pour leurs rêves. Ainsi se forma un triangle nouveau, Zoulous, voisins soumis ou fugitifs, et Européens. À ce jeu-là, il fallait négocier tout en intimant la peur, faire peur sans pousser définitivement dans les bras de l'étranger, parler sans se lier. Chacun tenta cette corde raide, mais sa nature aimait la clarté des victoires, non la boue des arrangements. Des rencontres eurent lieu. Parfois une poignée de main, parfois une simple observation à distance. Des cadeaux furent échangés. On proposa des routes sûres, la sécurité des marchands, des tarifs. Les Britanniques disaient « commerce », les Boers disaient « pâturage ». Chacun répondait « souveraineté ». Ils voulaient contrôler le rythme, garder l'initiative, décider où s'ouvraient les portes et qui les franchissait. Chaque concession lui semblait une pierre retirée au socle du trône. La saison des pluies vint avec ses chemins boueux et ses herbes hautes.
les impies s'exerçaient toujours, claquant leurs boucliers, l'icloie brillante quand un rayon perçait. Pourtant, dans les veillées, on parlait des hommes aux chariots, de leurs bêtes étranges qui hennissaient, des feux qui partaient au bout de leurs tubes, de leurs livres couverts de signes. Les anciens disaient « Un roi ne craint pas l'orage, il en compte les éclairs. » Chacun comptait, mais ces éclairs-là ne naissaient pas du ciel. Ils partaient d'horizons multiples, parfois même d'au-delà de la mer. Dans la tête du roi, la carte changeait. Il assigna des patrouilles à l'observation des pistes boères, déplaça des régiments pour verrouiller certaines vallées, renforça des postes sur les hauteurs, d'où l'œil embrassait la plaine. Il interdit des trocs jugés dangereux, exigea que toute arme étrangère saisie fût portée au Kraal royal. Mais la réactivité zoulou, fulgurante sur un champ de bataille, se heurtait à la lente obstination de chariots qui reviennent toujours, à la ténacité d'une encre qui sèche sur des pages conservées à l'abri des saisons. Sous cette pression diffuse, les équilibres internes se déplacèrent encore. Des chefs frontaliers, lassés de la poigne de fer, voyaient dans la présence européenne un contrepoids, sinon un salut. D'autres, fidèles à Shaka, poussaient à frapper fort, à donner une leçon, comme on disperse des chacals autour d'un enclos. Le roi hésita rarement dans sa vie. Ici, pourtant, chaque solution portait son contraire, frapper et souder l'ennemi, négocier et entamer l'effroi qui tenait l'Empire. Ainsi, l'arrivée des Européens n'apporta pas d'emblée la défaite aux Zoulous. Elle instilla l'incertitude. L'incertitude ronge la pointe de la lance, émousse la ferveur des chants, dilue la peur dans des rumeurs d'échanges possibles. Un empire, pour rester empire, a besoin d'un horizon clair. Chacun en découvrait un brouillé semé d'intermédiaires, de promesses, d'écritures. Sa force demeurait redoutable, ses régiments encore invaincus, son nom encore un tonnerre. Mais déjà, dans la lumière oblique des fins d'après-midi, on devinait qu'un autre temps s'annonçait. Un temps où la victoire ne se mesurerait plus seulement au nombre de boucliers brisés, mais à la capacité de tenir un bureau, une route, un traité. Ce glissement, imperceptible jour après jour, fut le prologue de la chute. Non parce que les Zoulous avaient soudainement faibli, mais parce que la carte, le vocabulaire et les méthodes du pouvoir changeaient autour d'eux. Et lorsque le monde change, le roi qui n'a que la lance pour parler doit apprendre d'autres langues ou se taire en grondant. Chacun, lui, ne savait ni se taire ni plier. Il décida de tenir plus ferme encore. Et ce choix allait, bientôt, se heurter non seulement aux Européens, mais aux ombres déjà dressées dans sa propre maison. Partie 2. La trahison des frères et l'assassinat de Shaka. Dans la force de son âge, Shaka demeurait redouté. Son nom suffisait encore à faire trembler les clans voisins et à inspirer un mélange de respect et de crainte à ses guerriers. Mais derrière la façade du roi conquérant, les fissures grandissaient. Le peuple, accablé par ses ordres de deuil et ses exigences implacables, murmurait dans les Kraals. Les chefs, épuisés de voir leur pouvoir réduit à néant, supportaient de moins en moins son autorité. Et plus dangereuse encore, dans sa propre famille, ses demi-frères Dingan et Mlangana préparaient l'ombre de la trahison. Ces deux hommes avaient grandi dans son sillage, longtemps éclipsé par la gloire de Shaka. Ils avaient appris à courber l'échine, à jouer les fidèles, à se taire quand le roi tonnait. Mais en silence, ils observaient. Ils voyaient un souverain
dont la paranoïa croissait, qui soupçonnait tout le monde de complot, qui punissait sans mesure. Ils voyaient surtout l'opportunité. Si Shaka tombait, eux pouvaient hériter d'un royaume puissant, déjà bâti, prêt à être gouverné. La tension monta à mesure que les excès du roi s'accumulaient. Les interdictions absurdes après la mort de Nandi avaient marqué les esprits. La répression des révoltes locales montrait un souverain qui frappait ses propres sujets aussi durement que ses ennemis. Les guerriers, fatigués de marcher sans fin, commençaient à douter. Dingan et Mlangana comprirent que le moment approchait. Le roi avait perdu une partie de l'aura qui le rendait intouchable. Le complot prit forme au sein même du Kraal royal. Les frères recrutèrent des complices, parmi lesquels Mbopa, un ancien officier humilié par Shaka, qui nourrissait contre lui une rancune tenace. Ces hommes savaient que la moindre erreur leur coûterait la vie, car même affaibli, Shaka restait redoutable. Mais ils étaient résolus. Il fallait frapper vite, fort, et ne laisser aucune chance au roi. Le jour fatidique arriva en septembre 1828. Shaka se trouvait dans son kraal de Kwadukusa, entouré de quelques fidèles. Le roi, absorbé par ses pensées, parlait d'envoyer ses armées vers de nouvelles campagnes, peut-être même au-delà des frontières déjà conquises. Ces paroles trahissaient encore son ambition démesurée, alors même que son peuple aspirait à la paix. Pour ses frères, c'était la preuve que le roi ne s'arrêterait jamais, qu'il mènerait son royaume jusqu'à l'épuisement. Dingan, Mlangana et leurs complices s'approchèrent, feignant la déférence. Shaka, confiant dans son autorité, ne se méfia pas assez. Puis, d'un geste brusque, les traîtres dégainèrent leurs armes. Le roi, surpris, tenta de résister. On dit qu'il lutta avec la force qui avait toujours été la sienne, repoussant ses assaillants, lançant des cris de défi. Mais ils étaient trop nombreux. Les lances transpercèrent son corps à plusieurs reprises. Shaka, l'invincible conquérant, tomba sous les coups de ses propres frères. Selon la tradition orale, ces dernières paroles résonnèrent comme une malédiction. « Vous croyez me tuer, mais vous ne régnerez pas en paix. Mon peuple ne vous suivra pas avec le même respect qu'il m'a donné. » Ces mots, qu'ils soient exacts ou non, marquèrent les esprits. Ils donnaient à sa mort un caractère tragique, presque prophétique, comme si le roi avait pressenti que son héritage survivrait à sa chute. Le corps de Shaka fut enterré à la hâte, sans les honneurs qui auraient dû accompagner un souverain de son envergure. Ses assassins prirent immédiatement le pouvoir, s'assurant que nul ne puisse contester leurs gestes. Dingan, plus ambitieux et habile, évinça bientôt Mlangana pour devenir seul roi des Zoulous. Mais dès les premiers jours, son règne fut marqué par la conscience de ce crime originel. Il avait dû tuer son frère pour s'asseoir sur le trône. La nouvelle de la mort de Shaka se répandit rapidement, bouleversant le royaume. Certains accueillirent la fin du règne avec un soulagement, espérant la fin des excès et des décrets cruels. D'autres, au contraire, pleurèrent le grand roi, voyant dans son assassinat une trahison impardonnable. Les chants se firent au murmure. Les récits oscillèrent entre admiration pour le conquérant disparu et méfiance envers ceux qui l'avaient remplacé. La trahison des frères ne mit pas fin au royaume zoulou, mais elle lui enleva l'aura invincible que Shaka lui avait donnée. Désormais, les Zoulous étaient gouvernés par des hommes qui avaient prouvé qu'ils pouvaient tuer leur propre sang pour le pouvoir. La loyauté, qui avait été la pierre angulaire de l'Empire, se fissurait.
Le temps des conquêtes effrénées laissait place à celui des incertitudes et des fragilités. Ainsi périt Shaka, le fils rejeté devenu roi, l'exilé devenu conquérant, l'enfant humilié devenu légende. Sa mort, survenue non pas sur un champ de bataille, face à un ennemi étranger, mais dans l'intimité de son Kraal, par les mains de ses frères, symbolisait la cruauté de son époque et la fragilité des empires, bâtis sur la peur et la force. Mais au-delà de la trahison, une certitude demeurait. Son nom, déjà, appartenait à l'histoire, et nul ne pourrait l'effacer. Partie 3. Héritage, légende et mémoire du conquérant d'Afrique. La mort de Shaka, aussi brutale qu'inattendue, ne mit pas fin à son influence. Bien au contraire, son absence ouvrit la voie à une transformation de son image. L'homme, avec ses excès et ses colères, ses réformes et ses victoires, disparut. Mais la légende commença à se forger dès l'instant où ses frères plantèrent leurs lances dans son corps. Désormais, Shaka n'appartenait plus seulement à son peuple. Il entrait dans la mémoire collective de l'Afrique, puis du monde entier, comme l'un des plus grands chefs de guerre de l'histoire. Pour les Zoulous, son héritage était double. D'un côté, il avait donné au peuple une identité forte, une fierté inédite. Avant Shaka, les Zoulous n'étaient qu'un clan parmi d'autres, petits, fragiles, souvent méprisés. Après lui, ils étaient une nation redoutée, dont le nom résonnait jusqu'aux frontières lointaines. Les réformes militaires, sociales et politiques qu'il avait imposées continuèrent d'organiser le royaume bien après sa mort. Les impies restèrent une force redoutable. Les structures de commandement demeurèrent en place et la discipline instaurée par Shaka continua de forger les générations suivantes. Mais d'un autre côté, son règne avait aussi laissé des cicatrices. Les décrets cruels, les exécutions arbitraires, les deuils imposés avaient semé la peur et la méfiance. Son assassinat par ses frères fut en partie rendu possible par cette atmosphère oppressante. Beaucoup se souvenaient de lui non seulement comme d'un chef visionnaire, mais aussi comme d'un tyran dont la dureté avait fini par isoler le pouvoir. Cette dualité, grandeur et cruauté, devint indissociable de son image. Avec le temps, la légende commença à dépasser l'histoire. Les griots, les conteurs et les anciens embellirent ses victoires, amplifièrent ses exploits. Certains récits le dépeignaient comme invincible, capable d'abattre des dizaines d'ennemis seul sur le champ de bataille. D'autres affirmaient qu'il avait vu dans des songes l'avenir de son peuple, qu'il avait été guidé par les ancêtres. Sa figure devint celle d'un héros mythique, moitié homme, moitié force surnaturelle, lorsque les Européens, plus nombreux, plus organisés, commencèrent à s'imposer dans la région au cours du XIXe siècle. Ils découvrirent cette légende. Les récits sur Shaka fascinèrent les explorateurs, les missionnaires et les colons. Certains le décrivaient comme un despote sanguinaire, comparant sa brutalité à celle des pires tyrans connus. D'autres, au contraire, voyaient en lui un génie militaire comparable aux plus grands stratèges de l'histoire universelle. La vérité se trouvait sans doute entre ces deux extrêmes, mais ce contraste contribua à nourrir le mythe. Dans la mémoire africaine, Shaka devint une figure de résistance et de fierté. Il représentait la capacité d'un peuple à s'unir, à se défendre, à affirmer son existence face aux menaces extérieures. Même si ses héritiers ne purent maintenir l'Empire avec la même vigueur,
Le souvenir de Shaka inspira d'autres chefs et d'autres révoltes. Son nom devint un cri de ralliement, une preuve que l'Afrique avait produit des conquérants aussi puissants que ceux du reste du monde. Sur le plan militaire, ces réformes laissèrent une empreinte durable. La tactique de la corne de buffle, l'usage de l'Ikelwa, la discipline des impies furent étudiées, imitées, parfois adaptées par d'autres peuples. Jusqu'à l'arrivée massive des armes à feu modernes, l'organisation militaire, inspirée par Shaka, resta l'une des plus efficaces du continent. Son génie stratégique est encore enseigné aujourd'hui comme un exemple d'adaptation et d'innovation face à des conditions locales. Mais au-delà des armes et des victoires, l'héritage de Shaka fut avant tout culturel et identitaire. Il avait forgé une conscience zoulou, une identité commune qui transcenda les clans et les familles. Cette conscience permit aux Zoulous de traverser les épreuves ultérieures, l'arrivée des colons, les guerres, les migrations, avec une fierté qui leur venait directement de leur roi fondateur. Sans Shaka, le peuple zoulou aurait peut-être disparu dans la mosaïque des clans. Avec lui, il devint une nation dont la mémoire survécut à toutes les tempêtes. Aujourd'hui encore, son nom résonne. Les statues érigées à sa gloire, les récits transmis dans les villages, les manuels d'histoire qui évoquent son règne rappellent que Shaka fut bien plus qu'un roi. Il fut un symbole de courage, de transformation, mais aussi un avertissement sur les dangers du pouvoir absolu et de la cruauté sans frein. Sa vie est une leçon autant qu'une légende. Ainsi s'achève l'histoire de Shaka Zulu, le conquérant d'Afrique, de l'enfant rejeté et humilié au roi redouté, de l'exilé sans avenir à l'empereur bâtisseur d'une nation. Son destin fut marqué par la douleur, l'ambition et le génie. Sa mort, tragique par la trahison de ses frères, ne fit que renforcer son aura. Et son héritage, mêlé de lumière et d'ombre, continue d'habiter les mémoires, comme un écho qui traverse les siècles. Dans les plaines du Zululand, quand le vent se lève et fait claquer les herbes hautes, certains disent qu'on peut encore entendre le grondement des pas des impies, le choc des boucliers, le cri des guerriers. C'est l'ombre de Shaka qui passe, rappelant à tous que l'histoire n'oublie jamais les hommes qui ont changé le monde. Ainsi s'achève ce voyage au cœur de l'histoire. Si ce récit vous a transporté, n'hésitez pas à vous abonner et à explorer les autres épopées déjà disponibles sur la chaîne. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle histoire au crépuscule.